Bonjour à tous. Alors, vous allez immédiatement, dans les quelques minutes qui suivent, visionner une conférence suivie d'un échange que j'ai donné lors de la semaine de la pensée marxiste, ayant été invité par l'Union des étudiants communistes d'Avignon. Avant toute chose, et parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et que de nouveaux étudiants nous rejoignent, nous avions à cœur de vous faire profiter de nos formations qui sont vraiment le lieu qui permet véritablement de se construire une assise théorique réelle et qui évite justement cette espèce de picotage, j'ai envie de dire, ici et là, qui ne permet pas de réellement structurer sa pensée et ses idées. Pour toutes ces raisons-là, eh bien, je le rappelle, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo sur cette chaîne en promotion, les 12, 13 et 14 mars, vous pouvez bénéficier sur nos packs Faucon et Chouette de première et de deuxième année de moins 30%. Nous avons à cœur, dès cet été, le Covid nous l'a empêché malheureusement l'année passée, d'enregistrer une troisième année, mais d'ici là, si vous n'avez pas déjà pu prendre connaissance de ces premières et deuxième années, eh bien, vous pouvez bénéficier les 12, 13 et 14 mars de cette promotion. Je vous invite donc à vous rendre sur le site institutumtotal.fr afin de pouvoir en bénéficier. Je vous rappelle tout simplement que le mécanisme de promotion n'est pas automatisé, d'accord? Il est fait manuellement après coup et donc il vous faut payer, avancer dans un premier temps la somme complète et à l'issue des 3 jours, c'est-à-dire après le 14 mars, mais directement à l'issue le 15, 16 ou 17 mars au plus tard, eh bien, vous aurez votre remboursement à hauteur des 30% de réduction. Voilà, je vous laisse profiter de cette conférence qui, je l'espère, vous intéressera et je vous dis à très bientôt. Ben, merci à tous d'être présents en tout cas. Donc, comme tu l'as rappelé, effectivement, on va procéder en deux temps, de manière assez classique parce que on risque de devoir revenir sur pas mal de concepts qui peuvent être un peu compliqués au préalable. Je vais faire tout mon possible pour être le plus clair. Toutefois, effectivement, ça nécessite un petit peu de temps pour dégrossir tout ça et qu'on puisse par la suite avoir des échanges qui soient construits. Donc, l'intitulé que tu m'avais proposé lorsque tu m'as invité était très bien formulé puisque c'était comment se démarquer de la gauche postmoderne. Donc je vais y revenir si ça paraît flou, vous inquiétez pas. Comment se démarquer de la gauche postmoderne et représenter une véritable alternative révolutionnaire en tant qu'organisation étudiante. Bon, donc c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et notamment comment est-ce que effectivement nos rapports avec les autres organisations, là j'entends organisation étudiante, mais de manière plus générale organisation de classe, comment est-ce que nos rapports avec les militants peuvent se constituer du fait justement à l'heure actuelle de divergences parfois très importantes, disons pour le moment à gauche. Il y a des luttes théoriques internes et il est vrai que parfois il est difficile d'y voir clair. Je rappellerai du coup que il y a cet adage qui veut, enfin un adage du centralisme démocratique qui veut qu'il faut une tolérance dans les débats et une intolérance dans les actions. Je pense que, encore une fois, en m'invitant aujourd'hui, vous faites preuve de cette tolérance dans les débats, en ce sens qu'effectivement, et malgré une forme de mainmise d'une certaine gauche postmoderne, on va y revenir, sur les organes de classe actuels, eh bien, il est encore possible quand même, fort heureusement, d'en débattre et on va voir que c'est plus que nécessaire. Alors, comme tu l'as dit aussi, on va être amené à parler de la gauche intersectionnelle. Vous allez voir que les deux dérivent l'une de l'autre finalement. Et j'aimerais tout de suite me placer, sans mauvais jeu de mots, sous le patronage d'Angela Davis, dont je donnerai deux citations, parce que effectivement, certaines personnes qui sont les tenants de l'intersectionnalité pourraient me reprocher, de par le discours qui va suivre, de tenir un discours parfois d'homme cis, blanc, etc. Alors, je voudrais rapidement rappeler, voilà, et me mettre sous le patronage de ces deux citations d'Angela Davis données lors de deux interviews différentes. Elle disait: la raison pour laquelle je suis communiste, c'est parce que je ressens cela seulement à travers une révolution totale qui va renverser le contrôle capitaliste de l'économie, qui saisira la richesse de toutes les sociétés géantes qui exploitent et contrôlent la vie de tous les travailleurs, mais en particulier les Noirs. Le racisme sert comme un renforcement pour justifier la super-exploitation, et je sens que si on veut parler de la libération totale des personnes noires, nous devons d'abord nous libérer des conditions matérielles de notre oppression. Et les conditions matérielles de notre oppression sont l'absence d'emploi, un mauvais travail, le chômage, les mauvais logements, les mauvais soins médicaux, et toutes ces sortes de choses. Cela serait éradiqué
sous le socialisme. Et ailleurs encore, dans une interview, et je terminerai pour les citations ici, qu'elle donnait à France Culture et qui est ressortie ces derniers temps à juste titre, en 75, elle disait encore, Angela Davis, je crois que de plus en plus, les Noirs voient le racisme et toute l'oppression dirigée contre les Noirs comme une partie d'un système plus grand, comme une partie du capitalisme. Et alors, il est nécessaire, pour détruire les racines du racisme, de renverser tout le système. Il y a beaucoup de Noirs qui maintenant se considèrent comme marxistes. Et donc, pourquoi je fais ça? Parce que d'emblée, et je sais qu'il y a beaucoup, et je terminerai mon préambule là-dessus, il y a beaucoup de militants, disons à gauche pour le moment, et communistes aujourd'hui qui défendent l'intersectionnalité parce qu'ils sont remplis d'une bonne volonté, de bons sentiments, et à juste titre, cela on les comprend. Et moi, quand j'ai abordé la question de l'intersectionnalité, quand j'ai travaillé dessus et la question du postmodernisme, j'y suis allé aussi parce que par bien des égards, je me disais qu'il pouvait peut-être y avoir quelque chose d'intéressant. Alors, j'ai pas trouvé que des choses inintéressantes, mais en tout cas, j'ai trouvé quelque chose de profondément, disons, anti-marxiste, et j'espère avoir dans le temps qui nous est donné, avoir le temps au moins de vous le démontrer en partie. Pour cela, du coup, on va procéder, je vais procéder durant l'heure qui vient en trois temps, principalement, faire un bref retour sur ce qu'est le marxisme, que je qualifierais de matérialiste dialectique et historique. Quels sont les grands points qu'il faut avoir en tête d'un point de vue théorique pour bien comprendre de quoi il s'agit, avant de revenir du coup justement sur cette question du postmodernisme et de voir en quoi justement il diffère très largement du matérialisme dialectique et historique. Encore une fois, on peut se revendiquer intersectionnaliste, on peut être postmoderniste, là n'est pas le problème, mais en réalité, la cohabitation entre marxisme et postmodernisme, pour des raisons de fond, pour des raisons théoriques, elle est clairement impossible à bien des égards. Alors, elle est dans un marasme et une nébuleuse un peu confuse sur le plan théorique et qui existe politiquement, mais dans les faits, si on veut être sérieux sur le plan de la théorie, en réalité, cela n'est pas possible, d'accord? Donc, encore une fois, voilà, moi, j'ai rien contre ceux qui vont défendre les théories de l'intersectionnalité, en tout cas, telles quelles. Ce que je leur reproche, en tout cas, c'est de se revendiquer communiste, voire marxiste, qui, à mon sens, est justement un non-sens. Et puis, du coup, on en profitera pour revenir du coup sur l'intersectionnalité et en quoi effectivement c'est contre-révolutionnaire. Et en dernière instance, du coup, quelles sont les stratégies, et vous en avez déjà développé plusieurs à l'Union des étudiants communistes, qui sont des stratégies d'alternative réellement révolutionnaires contre l'alternance qu'on connaît, l'alternance des différents groupes et des différentes propositions qui pérennisent en réalité le capitalisme. Alors, sur les fondamentaux du matérialisme dialectique et historique, pour certains, sans doute, ça va aller de soi. Pour d'autres, ça me semble absolument nécessaire, en tout cas, d'y revenir, parce que sans ça, il paraît effectivement difficile de voir pourquoi il n'y aurait pas une conjonction, d'accord? Pourquoi est-ce que, après tout, nous aussi, on est pour la défense de minorités, disons, opprimées, etc. Et a priori, le combat est le même, il est même dans la continuité. Alors, d'emblée, je dirais une première chose, c'est que effectivement, le marxisme n'a jamais mis de côté, et Marx le premier d'ailleurs, n'a jamais mis de côté le combat pour les différentes formes de domination. Et dans le Capital d'ailleurs, il explique très bien que tant qu'il y aura une exploitation sous peau noire, l'exploitation sous peau blanche pourra être levée, ça n'y changera rien, d'accord? Donc évidemment, et c'est justement pour ça d'ailleurs que on ne peut pas comprendre l'intersectionnalité comme quelque chose qui viendrait pallier un impensé dans la théorie marxiste, puisqu'en réalité, c'est là présent dès le départ. Alors, que nous dit le marxisme rapidement et en même temps de manière un peu plus élargie que ce qu'on peut attendre d'ordinaire? La première chose que nous dit le matérialisme dialectique et historique, donc je préférerais l'appeler comme ça, c'est que l'individu est un résultat dans la société dans laquelle il évolue. Hein, c'est cette citation célèbre que sans doute vous connaissez à propos de Marx qui dit ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais c'est la vie qui détermine la conscience. Qu'est-ce qu'il veut dire par là rapidement? Il veut simplement signifier que, effectivement, ce n'est pas les idées qu'on se fait sur le monde qui font le monde que nous habitons, mais c'est au contraire le monde dans lequel nous vivons, le milieu social dans lequel nous évoluons, les conditions matérielles dans lesquelles nous vivons, etc., qui vont alors développer notre conscience, faire que nous développons certaines idées plutôt que d'autres, et en fonction de ça, effectivement, pour aller
pour faire très vite, effectivement, l'esclave de l'Antiquité n'a pas en tête les loisirs et les objectifs de vie que peut avoir à l'heure actuelle un étudiant en 2020 en France. Ça n'a pas de sens, d'accord? Donc c'est bien ces conditions matérielles-là qui vont avoir un impact. Et sur une même période historique, eh bien l'enfant, je prenais cet exemple-là récemment avec mes élèves en terminale, je leur disais par exemple, pour vous, accéder par exemple à Sciences Po, qui est un grand établissement et pas une grande école, on aura peut-être l'occasion de revenir d'ailleurs sur ces fameuses grandes écoles, accéder à Sciences Po, pour vous, j'ai des élèves qui sont dans des milieux, disons, très populaires, dans un lycée de campagne, pour vous, accéder à Sciences Po, c'est le Saint Graal. Et je leur disais, eh bien, comprenez que dans des familles, pour des enfants de bonne famille, par exemple, Sciences Po, c'est un peu une voie de garage parce que j'ai loupé ma prépa, j'ai pas intégré le NS ou HEC. Bon, en fonction de sa classe sociale, on va pas avoir le même rapport à la chose. Donc en fait, ce qui est déterminant, encore une fois, c'est pas la manière que j'ai de le penser, mais c'est comment je m'inscris dans ce rapport social et comment ça constitue alors mes idées, mes représentations. Tandis que pour l'un, Sciences Po va être le saint graal pour ses études, d'y accéder, il va connaître une ascension sociale. Pour l'autre, en réalité, c'est un déclassement. Mais effectivement, en retour, ce que manque pas de nous expliquer Marx et Engels déjà, c'est que cette prise de conscience sur la réalité sociale, eh bien, nous permet ensuite d'agir évidemment sur nos conditions matérielles. C'est en ce sens que justement, c'est dialectique. J'aurais pas le temps ici de faire un cours sur ce qu'est la dialectique, mais rappelons qu'en fait, la dialectique pose simplement l'unité des contraires, qu'il existe des intérêts contradictoires et antagoniques, notamment dans l'histoire. C'est le cas notamment entre le prolétariat et la bourgeoisie, qui sont deux concepts qu'on peut décliner. D'accord, le prolétariat n'est pas, encore une fois, uniquement l'ouvrier en bleu de travail, etc. Un auteur sur lequel je fais ma thèse, qui s'appelle Michel Clouscar, parle à bien des égards de classe ouvrière élargie pour parler du prolétariat, dans lequel il inclut évidemment notamment les techniciens par exemple, mais aussi les professions intermédiaires comme les profs, etc. Et à raison. J'ai pas le temps ici d'en faire la démonstration parce que c'est pas l'enjeu. Ce que je veux simplement qu'on comprenne, c'est que le prolétariat chez Marx est un concept, c'est-à-dire que du coup, ça évolue là encore en fonction des conditions matérielles qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui que lorsque Marx a écrit Le Capital, ce qui n'enlève rien du coup à la méthodologie de Marx. C'est ça qu'on doit récupérer. Et donc, il y existe des intérêts contradictoires et antagoniques, ce qui signifie par là que c'est leur disparition commune qui permettra du coup la transformation réelle de la société. Et donc, comme le dit très bien les premières pages du manifeste du Parti communiste, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. C'est ça l'apport décisif de Marx et d'Engels. C'est pas les classes sociales, ça. La notion de classe sociale, elle est admise sous différentes formes, mais depuis déjà des siècles lorsque Marx en parle. Et c'est même pas l'idée de lutte des classes qu'on retrouve bien évidemment chez des auteurs libéraux et encore aujourd'hui la classe dirigeante et la classe dominante n'hésite pas à parler de lutte des classes à bien des égards. L'apport décisif, c'est que la lutte des classes est moteur de l'histoire, c'est-à-dire qu'il existe dans l'histoire des contradictions et lorsque des groupes antagoniques entrent en contradiction, eh bien, il existe des transformations dans l'histoire. Quand la bourgeoisie entre en contradiction avec l'aristocratie et donc le mode de production féodal, entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, eh bien, toutes ces contradictions font l'histoire, transforment les rapports sociaux, transforment les rapports humains, transforment plus tard les manières de penser, jusqu'à justement la Révolution française, pour le cas de la France en tout cas, qui vient justement poser tout ça. Et donc, ce qu'il nous apporte, c'est le fait de non seulement pouvoir penser le monde à partir de ces conditions réelles, et donc pas à partir des idées qu'on se fait sur le monde, mais bien à partir du monde. Et à partir de là seulement, il devient possible de transformer le monde en s'appropriant notamment la compréhension de la réalité objective, afin de cesser justement d'être dupe. C'est là la différence. Deux concepts majeurs dans la pensée marxiste, entre d'un côté la conscience de classe et de l'autre la fausse conscience. La conscience de classe, c'est justement lorsque je prends conscience de mes conditions matérielles et qu'alors j'essaie d'entrevoir les moyens dont je dispose pour essayer de transformer ces conditions-là à échelle justement collective. Alors que la fausse conscience, c'est le cas par exemple, eh bien, on parlait tout à l'heure du prolétariat élargi, c'est le cas par exemple d'un manager ou d'un technicien qui participe, disons, des nouvelles couches moyennes, c'est-à-dire des cadres supérieurs pour aller vite ou des cadres supérieurs, et qui pensent participer de la classe dirigeante, par exemple. Là, on est dans la fausse conscience parce que entre Bernard Arnault
ou Bettencourt ou Pinault et tant d'autres, d'accord, et le cadre moyen qui travaille, mettons, dans un supermarché, eh bien, ils ne participent pas en réalité de la même classe sociale. Là, ils sont dans la fausse conscience. Ils pensent avoir réussi, ils pensent être très différents des classes populaires, et c'est là tout l'enjeu justement de l'idéologie, c'est de faire croire qu'ils sont très différents de ces classes populaires, ce qui n'en est rien. Ça, c'est un rappel assez classique sur le marxisme, mais vous allez voir qu'il est décisif pour bien comprendre en quoi le matérialisme dialectique et historique diverge complètement justement du postmodernisme et de l'intersectionnalité. Poursuivons en 6 points sur le matérialisme dialectique et historique et faisons un peu d'épistémologie. Ça paraît un bien grand mot pour des étudiants qui ne seraient pas en classe de philosophie, mais il y a quand même d'autres disciplines. En principe, vous étudiez l'épistémologie de votre discipline. Qu'est-ce que ça veut dire l'épistémologie? C'est comment il est possible de connaître. Et est-il seulement possible de ne pas connaître d'ailleurs? Et ce qui intéresse le matérialisme dialectique et historique, c'est comment est-ce qu'il est possible de connaître pour agir. Et donc pour ça, l'épistémologie sur laquelle se fonde le matérialisme dialectique et historique, et comme son nom l'indique, déjà la première chose, c'est sur la matière, la reconnaissance du fait qu'il existe une réalité indépendante de ce que pense ou dit le sujet. Et c'est très important. Ce que vous allez voir dans le postmodernisme, ça c'est complètement remis en cause. Ce qui va être important, c'est ce que dit le sujet, d'accord? Là, dans le marxisme, on part encore une fois de la réalité telle qu'elle existe, donc indépendamment de ce qu'en dit ou de ce qu'en pense le sujet, d'accord? Je peux penser certaines choses sur le monde. En tout cas, si le monde n'est pas tel que je dis qu'il est, eh bien, en dernière instance, c'est le monde et la réalité matérielle qui ont raison. En ce sens, alors, deuxième point, le matérialisme dialectique et historique est un monisme. Là encore une fois aussi un bien grand mot. Le monisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut ramener les choses du monde à un seul principe, lequel ici, la matière, d'accord? C'est-à-dire que ce qui existe en premier lieu, encore une fois, ce ne sont pas les idées, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas les âmes, mais c'est la matière et que tout est matière. Sous différents aspects, d'accord? La matière historique, qui fait l'histoire, n'est pas la même que la matière naturelle étudiée par les sciences physico-chimiques. Mais je laisse ça de côté pour le moment. Le monisme, donc, s'oppose au dualisme, d'accord? Le dualisme, c'est ce qui reconnaît dans le monde deux aspects du monde. Et par exemple, et qui souvent se traduit par une forme d'idéalisme, vous avez des théories de la connaissance qui vont considérer, c'est par exemple la théorie de la connaissance kantienne, que la table sur laquelle je repose actuellement, eh bien, a deux aspects. Un aspect phénoménal, c'est-à-dire celui par lequel, en tant que sujet, je peux la comprendre, l'appréhender, la voir, d'accord? Je vois que c'est une table rectangulaire, qu'elle est marron, etc. Mais Kant dira qu'il y a un autre aspect de cet objet, qu'il appellera la chose en soi, et cette chose en soi m'est inaccessible parce que je ne peux penser l'objet qu'à partir de mes catégories de sujets. Donc, il y a une part du monde qui me serait inaccessible. Ça, le matérialisme dialectique et historique le refuse complètement, d'accord? Il dit non, il est possible de connaître le monde, et c'est dans ce sens-là aussi qu'il est un monisme, et pas n'importe quel monisme, il est un monisme dialectique. Il y a un exemple qu'on prend souvent, le dualiste, prenons une pièce de monnaie par exemple. Le dualiste, une pièce de monnaie, c'est quelque chose qui apparaît sous deux aspects, sous ces deux faces, et deux faces qui peuvent paraître même contradictoires. Eh bien, pour le dualiste, soit la pièce de monnaie existe sous une face, soit sous l'autre. Pour le monisme dialectique, et donc pour le marxiste, si vous voulez, ces deux choses qui a priori s'annulent ne peuvent en fait exister que l'une par l'autre. Je ne peux pas tenir d'un côté la face d'une pièce, disons, et le côté pile de la même pièce. Ce n'est pas possible. Et donc ces deux choses qui apparaissent a priori contradictoires sont en fait complémentaires. Et donc on en vient au troisième point, les conditions matérielles précèdent les idées. Et ça, on en a un très bon exemple dans quelque chose dont je me revendique, dont nous nous revendiquons à l'Institut de l'Homme Total que je préside, c'est l'héritage communiste des luttes acquises en 1946 notamment. Et je sais, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, qu'à l'UEC, vous avez invité récemment dans une autre section Bernard Friot et d'autres qui travaillent notamment sur ces questions. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Qu'est-ce que ça veut dire les conditions matérielles précèdent les idées? Ça veut dire que le communisme n'est pas un ailleurs, c'est pas un cahier des charges, c'est pas un projet à long terme, mais c'est quelque chose qui existe déjà dans notre pratique. Marx et Engels disent bien dans l'idéologie allemande que le communisme, c'est le mouvement réel d'abolition de l'état actuel des choses. C'est-à-dire, c'est tout ce qui se constitue à l'intérieur même du mode de production capitaliste pour venir le subvertir, c'est-à-dire le transformer de l'intérieur. Et ça,
c'est proprement dialectique. C'est-à-dire qu'il existe déjà, encore une fois, comme ma pièce, à l'intérieur du mode de production capitaliste, du fait de nos luttes communistes, des moyens de subvertir ce mode de production, c'est-à-dire qu'il existe un déjà-là communiste à l'intérieur même du mode de production capitaliste, mais tout l'enjeu de l'idéologie, c'est de le masquer, d'imaginer que soit le communisme c'est quelque chose dans le passé qui était nécessairement horrible, soit que le communisme c'est quelque chose à venir, utopique, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais nulle part et qui donc nous désarme. La réalité, elle est tout autre, d'accord? Et donc, que s'est-il passé en France en 46 notamment? Eh bien, nous avons des ministres communistes qui n'ont pas proclamé qu'ils étaient en train de faire la révolution, la grande révolution communiste du Grand Soir, mais qui, bien qu'ils ne l'aient pas dit, ont déjà posé là les prémices, effectivement, d'un déjà-là communiste, ce que les travaux, entre autres, de Bernard Friot ont le mérite à bien des égards de montrer pour ceux qui s'y attellent correctement et se contentent pas d'une critique de surface. Donc, ça veut dire que peut-être qu'ils n'ont pas dit nous sommes en train de poser les jalons d'un déjà-là communiste, mais ils l'ont fait. Et donc, le recul, la méthode matérialiste dialectique et historique nous permet d'avoir ce recul-là et de juger désormais, effectivement, de ce déjà-là communiste et de voir que derrière, par exemple, un salaire à la qualification qui existe pour les fonctionnaires et qui mériterait d'exister pour les étudiants, on en reparlera, eh bien, il y a tout intérêt, effectivement, à s'en nourrir et à comprendre qu'il y a là déjà les bases d'un communisme. Quatrième point, j'avance un petit peu. Ce que nous disons donc, c'est que le réel est connaissable, contrairement à bien d'autres approches épistémologiques qui se refusent. Je l'ai dit pas tout à l'heure avec Kant, et on verra que le postmodernisme, en ce sens-là, est un néo-kantisme, c'est-à-dire qu'il va refuser de connaître une partie du réel. Cinquième point, on va reconnaître l'identité partielle entre le sujet et l'objet, c'est-à-dire que, vous allez voir tout à l'heure, ça peut paraître un peu éloigné du sujet ici, vous allez voir que ça deviendra absolument décisif. L'identité partielle du sujet et de l'objet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, là où, par exemple, Kant va poser euh, une distinction nette entre le sujet et l'objet, et où finalement c'est toujours le sujet qui va en direction de l'objet pour essayer de le connaître, et donc je peux connaître l'objet qu'à partir de ce que je suis en tant que sujet, eh bien finalement nous on va reconnaître que ce qui est premier, c'est la praxis, d'accord? La pratique, si vous voulez, mais le concept de praxis, c'est quand même un concept plus large. La praxis, c'est justement le fait que, alors même que je transforme le monde, je suis par là même en train de me transformer, d'accord? Quand je travaille le monde, et mettons, prenons un exemple simple, je suis en train de faire mon jardin, d'accord? J'apprends, je suis en train de transformer le monde, d'accord? Donc, ce qui est à l'extérieur de moi est transformé par moi. Donc, ce que j'en reçois est aussi le fruit de cette transformation. Et en même temps, quand je suis en train de faire mon jardin et donc de transformer le monde, je me transforme moi-même parce que je suis en train d'acquérir des savoir-faire. Donc, le sujet que j'étais auparavant n'est plus le même avant et après avoir fait ce jardin. Et l'objet extérieur n'est plus non plus le même puisqu'il a été transformé par mon action. Donc, en réalité, il y a une identité partielle entre le sujet et l'objet. Les deux n'existent pas de manière totalement indépendante. Ça, c'est très important. Et enfin, dernier élément, le marxisme se pose sur des processus qui sont mesurables, parmi lesquels la praxis, je viens de le dire, la praxis c'est quoi aussi? C'est tout à fait mesurable, hein. C'est malheureusement été un peu mis de côté du fait de la crise du Covid, mais on voit bien que les manifestations des Gilets jaunes avaient pour objectif premier de nous montrer qu'effectivement il y avait bien quelque chose dans la praxis qui était mesurable, c'était le prix du carburant et le litre d'essence consommé pour aller bosser. Bon, ça, vous voyez, c'est de l'ordre du mesurable, d'accord? On sait effectivement que tel individu est dans tel processus social parce qu'il est contraint de vivre à tant de kilomètres à l'extérieur de la ville dans laquelle il travaille parce qu'il peut pas se payer une maison ou un loyer dans telle maison, etc. Et voilà combien ça va lui coûter. Tout ça sont des processus mesurables. De la même manière que les classes sociales, effectivement, sont des sur lesquels on peut se baser scientifiquement et objectivement. Un moyen très simple de reconnaître une classe sociale, c'est de voir sa participation dans le rapport production-consommation, mais c'est aussi de voir la position qu'elle occupe dans le procès de production. Est-ce que je suis propriétaire d'un moyen de production qui fait que j'embauche des personnes pour exploiter et retirer sur leur travail une partie de ce travail produit, c'est-à-dire l'extorsion de la plus-value, tout simplement, chose avec lesquelles vous êtes habitués. Et donc, finalement, je participe de la classe dominante à certains égards pour aller très vite. Ou est-ce que finalement, je suis contraint de vendre ma force de travail et donc d'être exploité, et auquel cas, eh bien, je participe, disons, des classes populaires, là encore une fois, pour aller dans la formule la plus schématique, d'accord?
Bon, voilà, ça c'était les quelques rappels qui, à mon sens, qu'il nous fallait faire et qui nous apparaissent à bien des égards décisifs pour bien comprendre la suite et comprendre qu'encore une fois, l'hostilité à l'encontre du postmodernisme et de l'intersectionnalité n'est pas une hostilité de vieux réac mécontents qui a envie de garder ses privilèges blancs, ce genre de choses. Pas du tout, d'accord? C'est vraiment fondé sur des points théoriques qui sont très importants si on veut avoir une réelle pratique communiste et arrêter en fait de se faire complètement détruire de l'intérieur, ce qui se produit malheureusement depuis plusieurs décennies. Et j'entends ici évidemment pas que dans les organes syndicales communistes et étudiantes, mais évidemment à échelle plus large et des partis, des autres syndicats, etc. Donc ce socle théorique que je viens de décrire et de rappeler ici, il a complètement été dévoyé notamment par une gauche libérale, et c'est là toute la difficulté, c'est que finalement, cette gauche libérale, ben on se dit, allez, de gauche, on est quand même, on est tous des frères alliés, il n'y a pas de raison qu'il y ait de divergence. Et pourtant, Dieu sait que dans l'histoire, entre la gauche libérale et les communistes, je ne vais pas en plus ici faire un cours d'histoire, mais vous savez sans doute pour certains que les divergences sont conséquentes, énormes, et sont même le fruit de fractions extrêmement importantes. Je fais une petite pause. Et donc, ce socle théorique que je viens de rappeler, excusez-moi, a complètement été dévoyé par une gauche libérale qui souhaite se faire passer pour plus progressiste que les communistes en réalité, hein, puisqu'ils revendiquent sans cesse le progressisme, alors qu'elle est par essence, et j'insiste, contre-révolutionnaire. Alors pas contre-révolutionnaire pour les étudiants en histoire au sens d'un Joseph de Maistre ou des ultras qui voulaient un retour à la monarchie. Contre-révolutionnaire notamment en France par rapport justement aux acquis de 46, dont je rappellerai que Denis Kessler, l'ancien numéro 2 du MEDEF, avait dit que leur objectif au MEDEF, c'était de déconstruire méthodiquement les acquis du CNR, c'est-à-dire ceux posés principalement par les communistes en 46. Donc, le postmodernisme, on y vient parce qu'il va être très lié justement à la question de l'intersectionnalité. Encore une fois, je le rappelle, à première vue, ce sont des théories, notamment l'intersectionnalité, très louables. Hein. Beaucoup de militants qui sont revendiquent le font de bonne foi. Et c'est à eux que je m'adresse aujourd'hui en essayant de vouloir leur faire quelque peu entendre raison. Alors, le postmodernisme, on va me dire, finalement, personne s'en revendique véritablement. Et en fait, les auteurs postmodernistes, on peut les citer rapidement, les Lyotard, les Foucault, les Deleuze, les Derrida, qui sont des auteurs qu'il faut lire. Encore une fois, je suis pas un censeur. Et pour faire tout ce travail-là, il a bien fallu que je lise ces auteurs et chez qui on peut trouver à bien des égards parfois des choses intéressantes aussi, qu'on soit bien d'accord là-dessus. L'objet ici, c'est de voir en quoi ils ne sont pas du tout marxistes et au contraire en quoi ils ont détruit le marxisme et en quoi les courants qui leur succèdent le détruisent. Le postmodernisme, quand bien même il n'existerait pas comme une catégorie posée par ces auteurs-là, on peut l'identifier à partir de certains principes et c'est sur ça que justement je vais essayer de revenir. Et justement, le premier de ces principes, contrairement au matérialisme dialectique et historique, qui pose effectivement à la suite de Hegel que l'histoire peut être comprise, que donc il y a une rationalité dans l'histoire et que nous pouvons comprendre son mouvement et le faire nôtre pour agir dessus. À l'inverse de ça, dans le postmodernisme, il va y avoir un refus catégorique de la raison et de la rationalité, qui est hérité notamment de Nietzsche, d'accord et c'est pas anodin, parce qu'un auteur marxiste, s'il en est, comme Georg Lukács, qui avait notamment écrit un livre en plusieurs tomes extrêmement important sur ces questions qui étaient la destruction de la raison, qui vont de Fichte, hein, qui est un auteur, un philosophe allemand, mais surtout de Nietzsche à Heidegger, posait déjà qu'en réalité, posait déjà les prémices de ce qu'allait devenir le postmodernisme, qui se basait justement sur l'irrationalité, d'accord? C'est-à-dire, on va refuser la logique, tant la logique formelle classique, hein, on ne peut pas dire une chose et son contraire, que la logique justement proprement hegelienne, où on va reconnaître l'unité de ces contraires. D'accord? Là, on va la refuser complètement. Il ne va pas être possible alors d'obtenir une connaissance objective du monde, et notamment du monde social. Et ça, c'est très important. D'accord? Et donc, le postmodernisme, contrairement au marxisme, se positionne sur un dualisme, ce qui est de nouveau, d'accord? Donc il y a un retour à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire un retour au dualisme. On va considérer que le monde ne se constitue pas comme une unité matérielle. Et ça, en ce sens, c'est profondément déjà anti-marxiste. Et donc, ça va se constituer aussi comme une lutte contre le totalitarisme. On va assimiler à tort l'idée de totalité
à celle de totalitarisme et à celle donc de monisme dialectique. À bien des égards, Marx, que ce soit dans le Capital, mais plus encore dans les Grundrisse, qui sont les brouillons quelque part du Capital, parle de la compréhension du monde social comme d'un tout organique, d'accord? Et un tout organique, c'est important parce qu'une totalité, c'est pas simplement la somme de ses parties, d'accord? Un corps humain n'est pas la somme de ses parties. Vous pouvez ajouter c'est le monstre de Frankenstein, sinon vous pouvez ajouter ce que vous pensez être un cerveau, des bras, des jambes, etc. C'est pas parce que vous aurez quelque chose qui ressemble à un homme que ce sera un homme, d'accord? C'est pas parce que vous avez ajouté des parties entre elles et fait une somme que ce sera pour autant un homme. Mais une totalité, c'est en ce sens-là, c'est plus que la somme de ses parties. Et quand Marx parle de tout organique dans la société, ce qu'il montre, c'est qu'il faut analyser la société sous les rapports du fait des relations qui sont nouées dans ces sociétés. Par exemple, la relation, encore une fois, entre le prolétariat et la bourgeoisie. Le prolétariat se définit dans son rapport avec la bourgeoisie dans son rapport avec le prolétariat, notamment dans des rapports d'exploitation. D'accord? Or, pour le postmodernisme, qui donc est un dualisme, il va y avoir une scission très claire entre ce que pense le sujet, encore une fois, donc c'est-à-dire ce qui relève des idées, et souvenez-vous de ce que j'ai dit par rapport au marxisme au tout début, ce qui relève des idées et le monde tel qu'il est. Et donc, le monde entre le sujet et l'objet, il va y avoir un intermédiaire qui est réel, mais qui n'est pas suffisant. Et cet intermédiaire, c'est la sphère du discours. Donc, et on va assister à un réductionnisme du discours. C'est-à-dire que on va récuser la possibilité de comprendre le monde à partir des conditions matérielles, tout ce que j'ai décrit dans ma première partie et que le marxisme fait, pour finalement dire du monde, accepter qu'on ne puisse comprendre du monde que ce qu'on peut en dire. Et donc, à partir de ce moment-là, et c'est toujours, encore une fois, très nietzschéen, très lié à l'interprétation, très lié au subjectivisme, en fait, ce qui va être décisif, c'est le discours que un individu ou des individus collectivement ou des individus à une période donnée portent sur le monde. C'est la raison pour laquelle dans ce postmodernisme, on va effectivement, c'est un autre point, trouver une historicité qui pourrait être complémentaire à celle du marxisme. On pense par exemple à l'ouvrage majeur de Michel Foucault, qui est l'histoire de la sexualité en plusieurs tomes. Mais l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, que certains connaissent peut-être, justement, elle porte globalement sur les discours qui ont été tenus sur la sexualité au travers de l'histoire. D'accord? Vous voyez bien que si on faisait une histoire de la sexualité du point de vue marxiste, eh bien, ça prendrait en compte dans quelles conditions matérielles des formes de sexualité, des formes de conjugalité, etc., ont pu apparaître. Quelles sont les dynamiques matérielles qui ont fait que ça a pu apparaître? Par exemple, qu'est-ce qui fait que le mariage d'amour peut apparaître? Justement, du fait du développement des forces techniques, des forces productives, du développement technique, et du fait qu'effectivement, on n'est plus du tout dans les mêmes conditions matérielles qui font que ça va être plus facile pour un couple d'avoir les possibilités de divorcer, de ne plus être ensemble, et donc le mariage d'amour devient possible. Dans l'histoire de la sexualité de Foucault, c'est plus du tout la même chose. Ce qui intéresse, et ça va être la même chose chez Derrida, d'accord? Ce qui intéresse, c'est quels sont les discours, quelle est la mentalité tenue sur une période. Parce qu'on va considérer que le monde tel qu'il est, lui, n'est pas connaissable, d'accord? On va poser un interdit à la connaissance. Or, vous voyez bien que déjà en soi, et c'était la remarque que Hegel faisait déjà à Kant, c'est déjà contradictoire, en ce sens que pour poser que quelque chose est inconnaissable, il faut déjà avoir en partie une connaissance de cette chose, d'accord? Quand vous posez une frontière entre deux choses, c'est bien parce que vous savez que derrière la frontière, il y a une autre chose. Donc, en fait, c'est déjà en partie contradictoire. Donc, par ce biais-là, c'est déjà un refus d'accepter de reconnaître et de voir comment le monde pourrait être connaissable. Encore une fois, on ne dit pas que tout est connu du monde social, pardon. On dit qu'en tout cas, il est possible de le connaître et qu'on peut et que justement on doit s'efforcer plutôt que de dire oui, il existe quelque chose derrière cette frontière, mais on va pas s'embêter à le connaître. Et en fait, la seule chose qu'on va pouvoir en connaître, c'est ce que des sujets en disent, d'accord? Ça, c'est très important parce que sur l'intersectionnalité, vous allez voir que ça joue. Vous voyez bien, j'avance un petit peu rapidement sur cette question, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous voyez bien que le discours de l'intersectionnalité, c'est toujours un discours sur le plan, et encore une fois, c'est pas une critique, mais sur le plan moral, en disant, mais il va falloir éduquer, par exemple, les jeunes hommes, il va falloir éduquer contre le racisme, etc. C'est-à-dire, tout va relever de la sphère du discours, en fait, comme si la seule réalité, comme si le racisme n'était produit que par des discours et qu'il n'avait pas une réalité. Je renvoie à la citation que j'ai citée d'Angela Davis tout à l'heure, comme si le racisme ne prenait pas ce fondement dans une réalité matérielle particulière qui était le mode de production capitaliste, qui servait justement à faire jouer les blancs contre les noirs, etc., de sorte justement à servir les intérêts du capital. Donc ça, c'est bien à retenir. On va refuser
de poser comme connaissable le monde objectif et donc toute objectivité et reconnaître uniquement la sphère du discours. Et donc la seule logique qui va prévaloir, c'est plus la logique concrète, celle du procès de production. Dans quelle classe sociale je me situe, combien de bornes est-ce que je fais pour me rendre au travail, etc., qui se reflèterait dans le sujet. C'était mon premier point sur le marxisme, hein, conscience et vie, d'accord. Mais la seule logique qui va prévaloir, c'est la logique interne au sujet. C'est-à-dire que chaque sujet va avoir droit de citer sur le monde du seul fait que, eh bien, il reçoit et perçoit le monde d'une certaine manière. Et donc, il faudra être tolérant avec chacun des sujets parce qu'il a une certaine manière de voir le monde, quand bien même celle-ci serait fausse. D'accord? Et donc, et on peut déjà se poser la question, si chaque sujet, encore une fois, a une certaine manière de voir le monde, ce que les postmodernes appellent des processus de subjectivation, d'accord? C'est-à-dire, ça c'est transformé par la perception du sujet. On peut déjà se poser la question, encore une fois, de savoir d'où ça vient. Et deux réponses à cela, encore une fois. Soit ça vient des conditions matérielles qui sont en fait reflétées, et donc on est marxiste, soit on s'y refuse, mais ça veut dire que ces idées-là proviennent d'ailleurs que du monde matériel, et donc d'où? D'une idée supérieure, de Dieu, d'accord? Et c'est là que vous voyez que d'emblée, les positions postmodernistes sont des positions profondément idéalistes, quand bien même elles le récuseraient. Deux derniers points sur le postmodernisme avant d'en venir à la question de l'intersectionnalité. Je suis désolé, je vais vite, mais vous voyez bien que tout ça en une heure, ça nécessite de brasser pas mal de choses. Puisqu'on en est réduit à la sphère du discours, pour qu'un langage fonctionne, je renvoie ici à des cours que dans différentes filières, sans doute vous connaissez, au cours d'introduction générale à la linguistique de Saussure. Saussure nous dit quelque chose qui est largement établi, que dans le langage, il y a trois éléments décisifs. Le premier élément, c'est ce qu'on va appeler le signifiant, c'est-à-dire le mot. D'accord ? Le deuxième élément, c'est le signifié, c'est-à-dire la représentation que j'en ai. Je vais vous donner un exemple après. Et le troisième élément, c'est le référent, c'est-à-dire ce à quoi ça fait référence. Par exemple, si j'ai mon chat ici, bon, c'est pas le cas, mais j'ai pas de chat, mais qu'importe, si j'avais un chat ici à côté de moi, d'accord, le référent, c'est le chat réel tel qu'il existe, d'accord. Le signifiant, c'est le mot chat, qui du coup peut être conventionnel, arbitraire en fonction d'une langue, d'accord, en fonction de la langue qui est la mienne, je vais pas le nommer de la même manière. Et le signifié, c'est la représentation que j'en ai. Ce que permet le langage humain, c'est justement, si mon chat n'est pas là, et en l'occurrence il n'est pas là, je peux quand même parler de ce chat, avoir une représentation de ce chat, c'est-à-dire quelque chose qui est signifié, d'accord, et je suis en capacité d'en parler malgré l'absence du référent. Ce qui se passe avec le postmodernisme, en se focalisant sur le discours, c'est qu'on va se focaliser sur le signifiant. Je vous donne un exemple très simple, peut-être pas, mais en tout cas pour essayer de comprendre. Je parlais tout à l'heure, par exemple, des travaux de Bernard Friot. Vous voyez, par exemple, dans le langage courant, aller travailler, ça c'est le signifiant, c'est le mot. Aller travailler renvoie une représentation à un signifié qui est être employé, d'accord? Le type qui est dans son jardin et qui travaille toute la journée, à la fin de sa journée, on va pas lui dire t'as travaillé. Et s'il est chômeur, il dira je cherche du travail, d'accord? Alors que pourtant il aura travaillé, il aura produit une activité concrète, d'accord? Parce que ça renvoie non pas au référent qui est travailler veut dire transformer le monde tel qu'il m'est donné en quelque chose dont je lui donne une forme, d'accord? Ça, c'est le référent, d'accord? Je fais vraiment une activité concrète, mais va renvoyer un signifié, d'accord? Il va renvoyer un signifié qui est est-ce que je mets en valeur du capital dans un emploi capitaliste, d'accord? Et donc, ce que produit le postmodernisme, c'est un vol du référent, c'est-à-dire le référent, en fait, c'est la réalité matérielle. Ça, on va dire, c'est pas connaissable, on le laisse de côté. Donc, en fait, on ne va plus penser qu'à partir des signifiants qui vont nous être donnés. D'accord? Et sauf que si ces signifiants renvoient à un signifié, c'est-à-dire à une représentation qui ne renvoie pas lui-même au bon référent, mais en fait, je crois que travailler, c'est forcément être employé à McDo et c'est pas, par exemple, être enseignant parce que ça, c'est créer de la dépense publique. Vous voyez à quel point c'est très dangereux. Dernier élément important sur le postmodernisme, les postmodernistes vont considérer le sujet comme un ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui constitue le sujet. Et donc, ce sujet va être que le fruit de subjectivisation. Pour aller vite, parce que je vois que l'heure tourne quand même, ça, c'est des choses que vous retrouvez chez Lyotard, même chez des auteurs comme Zizek. Le sujet, alors, ne va plus parvenir à se définir que dans des universalités abstraites. Qu'est-ce que c'est qu'une universalité abstraite? Eh bien, c'est toutes les déclinaisons des biographies Twitter que vous trouvez chez nos camarades militants intersectionnels. C'est-à-dire qu'ils vont être
la femme, le noir, je suis gay, vegan, etc. Tout autant d'universalités abstraites qui ne renvoient à rien de particulier, à rien de réfléchi, et en même temps qui cherchent à démultiplier différentes formes pour ne plus rien trouver d'universel et de convergent, d'accord, hein, la fin du manifeste, c'est quand même prolétaires de tous les pays, unissez-vous, pas déduisez-vous en une multiplicité d'universalisation abstraite, hein, d'accord. Bon, alors, quel rapport avec tout ça par rapport à l'intersectionnalité? J'y viens. On a commencé, que moi je considère que c'est jusqu'à 18h10, parce qu'il faut que j'ai le temps de vous parler de tout ça. On laissera le temps pour les questions après, il n'y a pas de souci. L'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est donc une théorie. Et c'est une théorie du droit d'abord, et c'est très important parce qu'encore une fois, dans le marxisme, vous le savez, c'est un point que j'ai omis tout à l'heure et je suis désolé parce qu'il est prépondérant, mais on vient un petit peu d'en reparler. Marx dit il y a du coup les conditions matérielles qu'il appelle, bon, il critiquera ce terme, mais on va pas faire ça maintenant, qu'il appelle l'infrastructure ou la base. Et cette infrastructure, cette base se reflète, d'accord, dans une superstructure. Cette superstructure, elle comprend quoi? Ben, tout ce qui est de l'ordre idéologique, c'est-à-dire les idées politiques, la législation, donc ce qui est de l'ordre du droit. Et on sait bien que le droit aristocratique n'était pas en faveur de la bourgeoisie, que le droit bourgeois est à bien des égards pas en faveur des classes populaires et du prolétariat, etc. D'accord? Parce qu'il reflète justement cette infrastructure. Et donc c'est très important parce que Kimberly Crenshaw à l'origine est une avocate, et donc c'est à l'occasion d'un litige entre des femmes afro-américaines à l'intérieur de General Motors qu'elle va se rendre compte que dans l'enceinte du tribunal, on va soit les considérer comme employés, ouvrières, soit comme femmes, soit pourquoi pas comme minorité noire, et encore ça rarement, et que donc elle va dire il faut faire converger toutes ces choses, d'accord? Et c'est ça l'idée d'intersectionnalité. Elle va dire il faut que toutes ces choses-là convergent. Mais la première question qu'on peut se poser, encore une fois, vous voyez bien, c'est qu'en gros, elle veut étendre la possibilité des droits, étendre les droits individuels, ce qui est une logique en fait profondément libérale. L'extension de la logique des droits individuels est quelque chose qui naît justement avec le capitalisme, et c'est la raison pour laquelle on n'en sort pas. C'est une conception extrêmement individualiste du sujet. Mais avant ça, puisqu'il y a une intersection où se croisent justement des dominations, qui plus est quand je suis une femme noire ouvrière, la question légitime qu'il faudrait se poser encore une fois en marxiste, c'est mais qu'est-ce qui pose ces intersections, d'accord? Qu'est-ce qui fait que ces routes se croisent en réalité? Et ce qui fait que ces routes se croisent, c'est le mode de production capitaliste qui a tout intérêt à mettre en concurrence des populations immigrées avec des populations qui ne le sont pas, qui a tout intérêt à mettre en concurrence des femmes avec des hommes, etc., etc., d'accord? Et donc à jouer de cette concurrence, ce que rappelait la citation d'Angela Davis, d'accord? C'est-à-dire à nourrir le racisme de sorte à ce que justement il y ait la guerre civile entre les pauvres pour laisser les mains propres et les mains libres surtout aux tenants du capital. Et donc c'est une conception très individualiste du sujet que de vouloir une extension des droits. En fait, c'est quelque chose de formel qui ne touche pas du tout à l'essence des choses. Or, le sujet, encore une fois, est imbriqué pour les marxistes dans la société. Il est intimement lié à la société. Hein, je vous prends deux exemples, j'en avais prévu plusieurs, mais on va essayer d'aller vite. Par exemple, l'individu qui dirait « moi, mes droits, c'est de travailler le dimanche, je vois pas pourquoi on s'y opposerait ». Vous voyez, ce qui est le discours libéral classique. Je vois pas pourquoi on s'opposerait, c'est ma personne. Moi, je force personne à travailler le dimanche, donc j'ai bien le droit de travailler le dimanche. Eh bien, la réalité, c'est qu'en fait, en allant travailler le dimanche, il désynchronise les rythmes collectifs parce qu'ils sont plusieurs à le faire. Et ce qui, à l'origine, était de l'ordre de la marge, devient finalement la norme. Et pareil, par exemple, bon, j'ai pas le temps de détailler, vous comprenez l'exemple, mais pareil, par exemple, avec la prostitution étudiante. Un discours libéral-libertaire sur la prostitution étudiante qui veut que finalement mon corps m'appartient et j'ai le droit de le vendre, etc., se transforme aujourd'hui en la calamité que nous connaissons, c'est-à-dire avec de nombreuses étudiantes et étudiants qui, pour subvenir à leurs besoins, parce que les conditions matérielles, au lieu de revenir sur les conditions matérielles, d'accord, se voient être contraints de vendre leur corps, au lieu de revendiquer un salaire étudiant, au lieu d'avoir des conditions matérielles d'existence viables, etc. On en vient à leur dire oui, mais c'est ton droit. Vous voyez comment on déstructure complètement le sujet et on le détourne complètement de l'activité concrète que sont ces études. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne peut pas y avoir de transformation individuelle profonde ailleurs que dans la transformation collective. Je vous donne trois exemples rapidement que je prends régulièrement. Par exemple, le harcèlement.
dans la théorie de l'intersectionnalité, on va considérer que le harcèlement des femmes au travail, eh bien, doit se résoudre par le cadre superstructural, en un sens marxiste, c'est-à-dire par le cadre du droit, de la législation. Parce que c'est une femme, d'accord, eh bien, on va reconnaître qu'elle peut subir ce harcèlement, et donc, une fois qu'elle aura subi le harcèlement, eh bien, au tribunal, on reconnaîtra ce harcèlement comme réel, comme viable, etc. Alors que si on agissait sur les conditions matérielles d'existence, encore une fois, imaginons que cette même femme dispose d'un salaire à la qualification et que l'employeur ne soit pas un employeur capitaliste. Dès lors qu'elle subirait de par un supérieur hiérarchique un début de harcèlement, elle aurait la sécurité économique pour s'extraire de cet emploi-là et ne pas avoir de contrainte à y retourner. Et donc, elle en serait débarrassée. Bon, vous comprenez l'idée. Pareil avec la question, par exemple, de l'immigration. D'accord. L'immigration, en réalité, on tombe dans un piège lorsqu'on dit non, il n'existe pas de problème avec l'immigration, etc. Il faut convenir et faire comme on peut, etc. Ou de l'autre côté, il existe un problème avec l'immigration. Dans tous les cas, on est sur des jugements de valeur. Ce qu'il faut dire, déjà, c'est pointer du doigt la contradiction de l'extrême droite qui nous dit tantôt qu'effectivement l'immigration conduit finalement les personnes qui viennent à profiter des aides sociales et tantôt à voler le travail des autres. Donc c'est soit l'un soit l'autre en réalité. Soit ils travaillent et ils n'aident pas les aides sociales, soit en réalité ils profitent des aides sociales mais ils ne travaillent pas, donc ils ne peuvent pas voler le travail des autres. Donc c'est un non-sens. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, la réalité du produit intérieur brut, de la valeur ajoutée, etc., elle est contenue dans la quantité de travail qu'on est à même de reconnaître comme tel. Ce qui empêche de reconnaître les travailleurs immigrés comme travailleurs, enfin, quand ils sont exclus justement de l'emploi, c'est parce qu'on en reste à une image de l'emploi comme emploi capitaliste. Mais si demain, par le biais, encore une fois, de salaire à la qualification, etc., on les reconnaît comme travailleurs à part entière, ben en fait, ils vont participer par leur cotisation sociale à ajouter justement de la valeur ajoutée, etc. Et en fait, ça ne devient absolument plus un problème. Et le seul problème qui est un parasite, encore une fois, eh bien, c'est celui de la classe dirigeante, des tenants du capital, qui, eux, eh bien, produisent de l'évasion fiscale, ne réinvestissent pas, se goinfrent, etc. Bon, pareil avec le salaire étudiant, encore une fois, vous voyez bien que l'enjeu ici pour faire de bonnes études, c'est davantage d'avoir un salaire étudiant, c'est-à-dire d'agir sur les conditions matérielles, que de proclamer des droits étudiants qui soient des droits abstraits. D'accord? Donc ici, nous agissons chaque fois sur les conditions matérielles et non sur la superstructure. Or, l'intersectionnalité, en agissant uniquement sur la question des droits, sur la question de la morale, sur la question de l'éducation, ce qu'elle propose en fond, hein, c'est involontaire, mais ce qui est proposé en fond, en réalité, c'est quoi? Eh bien, c'est de pérenniser le mode de production capitalisme, mais simplement de reconnaître davantage de droits à l'intérieur de l'exploitation. Vous avez le droit de vous faire exploiter. Par contre, si vous vous faites harceler sur votre lieu de travail, eh bien, on reconnaîtra que vous avez été harcelé et on reconnaîtra peut-être même que vous avez été discriminé davantage parce que vous étiez noir. On reconnaîtra que vous avez plus de chances d'être discriminé parce que vous êtes noir et donc on vous offrira davantage d'emplois bas de gamme, etc. au lieu de lutter tous ensemble contre tout ça. Bon, je vais un peu vite parce que le temps avance, mais j'imagine que les questions permettront d'avancer un petit peu sur ça. Je reviendrai grâce aux questions sur ce développement-là. Mais c'est en ce sens-là que c'est contre-révolutionnaire. En ce sens, vous voyez bien que ça n'interroge pas les conditions matérielles parce qu'en fait, on est uniquement sur la sphère du discours et c'est profondément contre-révolutionnaire parce qu'en fait, du coup, en cessant d'interroger le mode de production capitaliste, eh bien, on le pérennise, on accepte les conditions dans lesquelles ces intersections existent. Et on va juste demander à ce que ces intersections soient reconnues, alors que nous, en tant que marxistes, on devrait dire ces intersections existent parce que c'est le mode de production capitaliste, éclatons-les, construisons d'autres routes et autrement. D'accord? Donc, j'en viens dans les 15 minutes qui me restent à l'alternative en tant qu'organisation étudiante. Et donc à ne pas confondre, comme je le disais, avec l'alternance traditionnelle. C'est-à-dire l'alternance traditionnelle, c'est quoi? C'est qui tient le bâton du capital? Est-ce que c'est Reagan ou Thatcher? D'accord? Est-ce que c'est Macron ou Merkel? Est-ce que c'est au FMI DSK ou Christine Lagarde? Est-ce que c'est Biden ou Kamala Harris, qui est une hispanique américaine femme? Est-ce que c'est Bernard Arnault ou Bettencourt? D'accord? Donc les problèmes ne se posent pas de la manière dont l'intersectionnalité les pose. Vous voyez là, mes fausses alternatives vous montrent à quel point en réalité le capital ou l'intersectionnalité sont chaque fois deux alternatives. D'accord? Barack Obama est le président qui a usé le plus du droit d'ingérence, qui a produit le plus de guerres dans le monde, qui a conduit le plus
d'hispaniques aux frontières mexicaines, etc. Enfin, vous voyez, mais sous prétexte que c'était un homme noir, alors il allait être plus gentil. D'accord, Condoleezza Rice, Thatcher, Merkel, Lagarde, je les ai cités. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez bien que c'est pas sur ce terrain-là que ça se situe. Hein, quand Bettencourt ou Lagarde exploitent des femmes de par le monde, elles s'interrogent pas à savoir si c'est des femmes ou si c'est des hommes. D'accord? Ce qui est décisif, c'est l'exploitation, encore une fois. Bon, je passe sur l'alternative communiste et le fait qu'effectivement, nous n'oublions pas, malgré tout, d'agir sur les questions idéologiques et les représentations. Mais surtout ça, il faudrait revenir sur Gramsci. Maintenant, du coup, quelle doit être l'offensive face au capital et face à l'enfermement actuel des étudiants, face aux cours à distance, aux banques alimentaires auxquelles doivent se rendre les étudiants, et donc ces étudiants qu'on sacrifie lors de cette crise du Covid qui naît, et je vous renvoie à plusieurs des vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube à ce propos, la crise du Covid qui ne camoufle en réalité que la crise du capital à deux égards, la crise du capital systémique qui devait de toute façon arriver et qui était déjà là, et la crise du capital en ce sens aussi que la crise accentuée au niveau sanitaire est aussi le résultat d'une gestion ou d'une absence de gestion justement par le mode de production capitaliste de ce que nous connaissons actuellement. Et face à cela, face à l'extrême précarité des étudiants et l'extrême dépression aujourd'hui aussi des étudiants, parce qu'on a beau jeu de dire que finalement on en a vu d'autres, etc. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de générations, notamment les dernières qui nous précèdent et celles qui ont encore les moyens d'en parler, d'accord, qui aient vécu les conditions que bien des étudiants vivent aujourd'hui dans des chambres de 9 mètres carrés parfois, voire moins, enfermés et sans aucun contact humain. C'est une violence psychologique extrême. Et pour masquer ça, à quoi est-ce qu'on assiste de la part du pouvoir? On assiste à ce fameux débat lancé par Frédéric Vidal sur l'islamo-gauchisme, vous voyez, qui s'inscrit dans une destruction plus large des libertés académiques, et ça, c'est très important. Il faut absolument défendre, à l'heure actuelle, lorsqu'on est une organisation étudiante, syndicale et qui plus est communiste, les libertés académiques qui sont de plus en plus attaquées. Il faut revendiquer, ici on est davantage sur le terrain du droit, mais tout de même un droit à militer, un droit à la grève des étudiants aussi, qui va aller de pair avec ce sur quoi je vais revenir tout à l'heure, qui est la reconnaissance des étudiants comme travailleurs. Et je sais que à l'UEC, le slogan qui prévaut depuis un moment, c'est étudier, c'est travailler, et je vais y revenir parce que c'est tout à fait juste. Ça veut aussi dire, autre point important, que au sein de l'université, les étudiants doivent être en responsabilité économique. Et parce que les étudiants seront en responsabilité économique, qu'est-ce que ça veut dire être en responsabilité économique? Ça veut dire être reconnus, encore une fois, comme des travailleurs à part entière en tant qu'étudiants, en tant qu'apprenants, mais aussi en tant que producteurs de savoir, et être en responsabilité économique afin d'être aussi aux commandes de la gestion de tout ça. On voit bien à l'heure actuelle que les conseils d'administration, à bien des égards, subissent la mainmise tantôt de l'État, mais surtout et de plus en plus des entreprises privées. Et on pourrait imaginer au contraire des directions collégiales avec, par exemple, nous, c'est ce que nous proposons au programme que nous sommes en train de constituer à l'IHT, qui n'est pas du tout un parti politique, je le précise, mais une association d'éducation populaire et de formation justement au marxisme. Mais nous faisons un programme afin justement d'influencer un peu sur les partis progressistes et les organes de classe. Ce que nous proposons dans ces thématiques-là, c'est une direction collégiale, un tiers enseignant, un tiers étudiant et un tiers personnel, ingénieurs, techniques, sociaux, des santé, des bibliothèques. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est complètement verrouillé par les entreprises privées. Donc, reprendre la responsabilité économique, c'est-à-dire ne pas aller à l'université en étant un élément qui profite de l'université, mais en nous reconnaissant en tant qu'étudiants comme élément à part entière de l'université, qui faisons vivre l'université, d'accord? Et pour cela aussi, ça permettra deux choses à l'université. Le premier, c'est d'être le pôle de résistance qu'elle a pu être durant des années et qu'elle doit redevenir, c'est-à-dire un pôle décisif où on produit du savoir théorique et du savoir théorique qui nous permet de lutter et du savoir critique face justement au gouvernement. Rappelons quand même que les gouvernements fascistes et le dernier en date, celui de Bolsonaro au Brésil, c'était le cas au Chili avec Pinochet, c'est le cas à certains égards en Hongrie, font toujours la même chose, c'est-à-dire détruire complètement les fonds octroyés
aux universités et notamment en sciences humaines et sociales, dont on nous dit que ce ne sont pas des sciences. Bon, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Pourquoi je suis communiste, je vous y renvoie. Ce ne sont pas des sciences, mais bizarrement, quand le fascisme arrive au pouvoir, même ces sciences dont on nous dit qu'elles produisent du blabla, eh bien, on leur coupe la totalité des fonds. Eh bien, ce n'est pas pour rien. Et donc, on nous balance ce discours sur l'islamo-gauchisme, alors qu'en réalité, là encore une fois, comme tout discours identitaire, c'est un discours qui vient masquer la question de la souveraineté, et notamment de la souveraineté populaire et de la souveraineté économique sur le travail. Que ce soit à génération identitaire ou dans des formes plus gauchisantes, on a vu en date, là, justement, les professeurs aussi tagués à Sciences Po, à l'IEP de Grenoble, parce qu'ils auraient été islamophobes ou islamo-gauchistes, en tous les cas, encore une fois, on est dans une dualité qui nous empêche de réfléchir. Donc, je pense qu'il faut écarter cette dualité en la dépassant et réaffirmer aussi, en tant qu'organisation communiste, les principes sur lesquels j'ai pas le temps de revenir là, mais les principes de laïcité, c'est décisif. Et donc, le slogan à l'UEC, c'est « Étudier, c'est travailler ». Et moi, je dirais, du coup, c'est un excellent slogan, et plus qu'un slogan, puisque effectivement, vous avez des propositions. Il est nécessaire, à mon sens, d'appuyer cela sur 3 volets, du coup. Le premier, c'est le salaire étudiant. Bon, désormais, il a été voté pour que ce soit revenu étudiant. Bon, l'enjeu n'est pas là, encore une fois. Vous voyez, par exemple, Attali propose un salaire étudiant. Vous voyez, là, on est tout à fait dans ce que je critiquais dans le postmodernisme et dans l'intersectionnalité. Que ce soit nous autres communistes ou Attali, on est tous les deux en train de proposer un salaire étudiant. Devons-nous alors arrêter d'appeler ça salaire étudiant? Ben non, parce que ce qui est déterminant, encore une fois, c'est dans la pratique, quelle forme est-ce que ça va prendre et non pas comment on l'appelle. Parce que le salaire étudiant d'Attali, il n'a rien à voir avec le salaire à la qualification hérité de 46, qui nous reconnaît comme travailleurs, qui pose un statut économique de producteur, etc. C'est ni plus ni moins le salaire justement d'Attali, c'est ni plus ni moins qu'un revenu où plus tard, toute votre vie, on va ponctionner sur votre salaire une partie de ce qui vous aurait été prêté. Donc en fait, c'est le prêt étudiant. Or donc, il faut revendiquer le salaire étudiant, la responsabilité économique sur les campus et la délibération démocratique. Autant de choses qui permettent justement aux étudiants aussi plus tard dans le lieu et dans les entreprises de savoir ce que c'est que la responsabilité économique et la délibération démocratique et qui nous permettra d'étendre ces droits-là au sein de l'entreprise de sorte justement à pouvoir produire une réelle autogestion de l'entreprise. Et ça nécessite du coup de se battre bec et ongle aussi contre le prêt étudiant. Moi, le premier, je n'ai que 27 ans, j'enseigne déjà depuis bientôt 5 ans, mais je continue en tant que doctorant certains aspects de mes études, mais le statut de doctorant est quand même autre. Mais je dois encore aujourd'hui rembourser un prêt étudiant et je sais à quel point ça pèse. J'ai 3 enfants, j'ai une famille et en réalité, ça nous empêche d'avoir n'importe lequel des projets sur un court ou long terme à cause de ce crédit qui pèse sur nous à longueur de temps et qui est aussi élevé que notre loyer au quotidien. Donc, il faut vraiment lutter contre ça. Je termine sur 2-3 éléments et je serai dans les temps. Nous, ce que nous proposons aussi, c'est effectivement la mise en place, par exemple, de services publics de crèches et garderies. Moi, je le sais, j'ai aussi poursuivi des études en tant que parent déjà, et qu'on puisse être parent étudiant, ça nous place aussi, encore une fois, dans la responsabilité économique, c'est-à-dire comme un travailleur à part entière et pas comme un post-adolescent qui va par la suite devoir s'insérer, mais qui en fait est un parasite social, qui est bien gentil, mais pour lequel on paye, etc. Vous voyez. Et là-dedans aussi, pour y revenir, l'intersectionnalité, vous voyez, ça c'est très, encore une fois, lié à la superstructure et à la manière dont on pense le monde à partir de l'idéologie capitaliste, à la manière dont cette théorie a été constituée. L'intersectionnalité va toujours considérer les personnes qu'elle prétend défendre qu'on est des victimes. Ça, c'est anticommuniste par excellence, d'accord? Nous, en tant que communistes, on doit poser que nous sommes la classe révolutionnaire, nous sommes ceux qui produisons, et ne pas reconnaître justement ceux qui sont les vrais parasites. Et encore une fois, c'est-à-dire la classe, pas seulement la classe dirigeante, mais la classe capitaliste, les Arnaud, les Pinault, les Bettencourt, encore une fois, et tout cela qui, effectivement, eh bien, eux profitent de la consommation sans jamais produire et sont, en ce sens-là, réellement des parasites. Eh bien, non, nous devons revendiquer que les étudiants soient des travailleurs, des apprenants et des producteurs de savoir, et qu'à ce titre-là, effectivement, eh bien, il n'y a pas de projet d'insertion, et c'est la raison pour laquelle ce sont des travailleurs. Et donc, nous proposons aussi la mise en place de services publics de crèches et de garderies qui permettraient effectivement de ne pas avoir à choisir entre est-ce que je suis parent ou est-ce que je suis étudiant, et est-ce que finalement j'ai des enfants à 37 ans et puis c'est trop tard, et tout ça complique la vie. Ensuite,
nous pensons aussi que l'université doit avoir deux pôles décisifs qui étaient les siens, c'est-à-dire des pôles de recherche. L'université doit être un lieu de recherche et un lieu qu'on finance pour sa recherche, avec aussi de l'autre côté un pôle technique et que les deux soient liés. Et ça, le revendiquer face aux grandes écoles qui finalement, eh bien, coûtent très cher et ne produisent plus les grands corps que nous connaissions, qui à la limite pouvaient être valorisés en tant que grands corps un temps lorsqu'ils servaient à la limite l'État français, disons, mais à l'heure actuelle, on voit bien qu'encore une fois, dans les écoles d'ingénieurs ou dans des grandes écoles de manière générale, les étudiants sont complètement happés par le privé. Et ça fait du mal à la recherche et ça fait du mal à l'ensemble du pays, à l'ensemble de la nation et au fait que nous puissions ensuite construire autre chose. Bon, je ne reviens pas euh, je reviens quand même ici sur deux derniers éléments et j'aurais terminé là-dessus. Évidemment, lutter pour l'accès au logement, le transport, les repas, tout ça gratuit parce que c'est finançable. Encore une fois, c'est pas et vous le savez très bien, c'est pour ça que j'ai pas besoin de m'étendre. Revendiquer la gratuité là-dessus, c'est pas croire que ça va tomber du ciel, mais c'est parce que nous avons largement les moyens de le financer et d'autant plus que si les étudiants sont considérés comme des travailleurs à part entière à responsabilité économique, leur salaire disposera aussi de cotisations sociales à même de socialiser encore une fois la production et à même de financer non pas par crédit mais par subvention les logements, les transports et les repas. Mais toutefois, petite note là-dessus, un homme, ce n'est pas simplement ce qui renouvelle sa force de travail, encore une fois. Donc, ça veut dire que, en tant qu'organisation syndicale étudiante, ça doit aussi être le lieu, et on le voit plus que jamais aujourd'hui avec la crise du Covid-19, ça doit être aussi un lieu où justement on échange, on a une vie sociale, on a une vie symbolique, etc. Parce que ça, c'est absolument décisif. D'accord. L'homme commence avec le superflu. On voit bien là que confiné, c'est pas suffisant d'avoir juste le nombre de protéines. Personne meurt absolument de faim, on va dire, d'accord. Alors malheureusement, il y a des cas où ça devient de plus en plus le cas. Mais même quand on meurt pas complètement de faim, c'est pas parce qu'on a notre ratio de lipides, de glucides et de protéines que ça fait nous des hommes, d'accord. On a besoin du rapport social, on a besoin de l'échange, on a besoin de créer et de produire ensemble. Et ça, une organisation de classe, elle doit être là aussi pour, eh bien, rendre possible ces lieux où on échange et pas uniquement des lieux où on renouvelle sa force de travail, c'est-à-dire manger, dormir et se rendre sur le travail, etc. Dernier point, enfin, je pense qu'une organisation syndicale étudiante, elle doit avoir à cœur, comme on le fait aujourd'hui et comme vous le faites, de former ses militants. Nous, c'est ce que nous faisons aussi à l'IHT. Alors, certains vont, pour des raisons que je ne vais pas décrire ici, découvriront effectivement qu'il y a des formations qui sont vendues, mais surtout en nous rejoignant pour 10 euros par an, vous avez accès à des tas de contenus gratuits, d'échanges. Et ce que nous faisons, c'est de la formation au marxisme, parce que plus que jamais, dans l'époque que nous connaissons, dans la crise actuelle, nous estimons qu'il est absolument nécessaire justement de ne pas confondre. Hein. L'intitulé, encore une fois, c'était comment se démarquer de cette gauche postmoderne. Eh bien voilà, on va s'en démarquer en agissant concrètement par notre pratique communiste. Et qu'importe comment ça s'appelle, parce qu'encore une fois, c'est pas le mot qui est décisif. L'important, c'est d'être collectivement dans cette pratique, de se démarquer des discours soi-disant bienveillants et progressistes, mais qui en réalité sont, comme l'enfer, sont pavés de bonnes intentions, mais qui finalement desservent nos intérêts pour réaffirmer un discours de classe et la lutte des classes, parce qu'elle doit être conduite et menée, afin justement eh bien, d'en sortir par le haut. Et par le haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire par le progressisme bien compris, c'est-à-dire celui qui octroie davantage de liberté à tous et non quelques droits à quelques-uns en accusant les autres de détenir quelques privilèges. Il est 18h08, j'ai fait 1 heure. Ça serait de comprendre un peu mieux en quoi l'intersectionnalité pose des actions qui n'étendent pas nos libertés, qui bien au contraire est contre-révolutionnaire. Est-ce que ce serait possible de revenir sur ce point-là pour qu'on en apprenne un peu plus? Oui, alors effectivement, voilà, ça nécessite encore une fois de repenser, ne serait-ce que la question en fait des libertés politiques et des libertés publiques, d'accord. Une vraie liberté, la théorie marxiste héritière de Rousseau notamment et de Hegel pose qu'il ne peut y avoir de liberté que de liberté concrète et non abstraite. Alors pour le moment, c'est moi qui suis abstrait sans doute pour certains. Je vais essayer de clarifier tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité,
une action politique qui permet d'octroyer davantage de liberté à tous, c'est-à-dire de liberté de choix, est une action politique qui vise un but louable pour les militants communistes que nous sommes. Quand, au contraire, ça vise la discrimination de certains au profit d'autres et inversement, ça ne peut pas être le cas. Je prends un exemple, encore une fois. Modifier les conditions matérielles, ça veut dire laisser le choix. Je faisais d'ailleurs, je le recite parce que c'est quand même assez, ça me paraît être un exemple intéressant, même si je l'ai cité par ailleurs, mais notamment par rapport à notre camarade qui est intervenu juste avant, Mathieu, ça peut être intéressant aussi. Un militant sur Twitter me signalait il y a quelques temps, un militant revendiqué d'extrême droite, c'est pas moi qui le qualifie péjorativement, il n'y a pas de souci là-dessus, d'extrême droite et catholique et pro-vie, et qui me disait que nous, communistes, étions du coup anti-vie et qu'avaient fait des millions de morts, etc. Et là, encore une fois, on a affaire à une belle valeur, mais c'est là qu'on doit renvoyer dos à dos le gauchisme intersectionnel et l'identitarisme de droite, puisque, encore une fois, on ne se positionne que sur des valeurs, c'est-à-dire que sur quelque chose qui relève de la superstructure et absolument pas sur les conditions matérielles. Et je lui avais rétorqué que peut-être qu'on était anti-vie d'après lui, mais qu'en réalité, ce que les communistes avaient construit avec le régime général de sécurité sociale en 46 avait permis notamment de limiter très très fortement, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ils se retrouvent très facilement, la mortalité en couches, c'est-à-dire des mères, et puis surtout la mort des nourrissons. Donc en réalité, on était bien plus vie. Et là, on a vraiment l'octroi d'une liberté, c'est-à-dire que par la modification des conditions matérielles, on rend possible en fait le fait de faire un choix, choisir quand j'ai un enfant ou non, et choisir de faire en sorte qu'il puisse vivre parce que on va disposer d'infrastructures et de conditions qui seront telles qu'il va pouvoir vivre. Donc en fait là, on agrandit vraiment la liberté. Alors que quand on est pro-vie, mais que finalement, on est contre le régime général de sécurité sociale, contre le financement de l'hôpital public, etc. Et qu'on voit, comme c'est le cas de plus en plus, des mères finalement accouchées sur le bord de la route, etc. Mais finalement, on est un drôle de pro-vie parce qu'on est un pro-vie qui déconstruit en réalité toutes les conditions matérielles qui permettent de faire en sorte que la vie existe. Et donc, en fait, comme ce ne sera pas par avortement, ben là, c'est pas grave, c'est des morts, mais c'est naturel. Donc, c'est sans doute, j'imagine, que Dieu aura voulu. Mais l'avantage, c'est que nous arrivons nous à contredire parfois le destin divin grâce aux modifications des conditions matérielles et à faire en sorte que certaines naissances aient lieu. Ou alors c'est un grand projet divin qui a voulu le régime général de sécurité sociale, mais dans ce cas-là, il ne faut pas y contrevenir. D'accord ? Bon, là, on a vraiment affaire à quelque chose qui, de fait, élargit les libertés, c'est en ce sens-là. Alors qu'à rebours de cela, l'intersectionnalité, encore une fois, propose un combat qui se positionne, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, sur l'universalité abstraite. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas ni de quoi ni de qui on parle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on se réunit derrière des identités qui n'en sont pas. Prenons plusieurs questions pour poser le problème. Par exemple, qu'est-ce que pensent les personnes gays, disons, je sais pas, des retraites ? Qu'est-ce qu'ils pensent les personnes gays, des lois sur la retraite ? Ça veut rien dire. Vous voyez bien que cette question n'a pas de sens parce que à partir du moment où on s'inscrit dans un rapport social, cette question perd tout son sens parce que si vous êtes un homme homosexuel, mais que je sais pas, vous participez de la classe dirigeante et que finalement, vous vivez confortablement, etc. Vous n'allez pas avoir le même point de vue. On en revient au début de la conférence que la personne certes homosexuelle, mais dont la priorité ça va être de savoir si elle va pouvoir mettre de l'essence dans sa bagnole pour se rendre à son taf demain. D'accord ? Donc ça n'a pas de sens. Que pensent les femmes, par exemple, du travail le dimanche, par exemple, que ce soit Madame Lagarde, Madame Bettencourt ou la caissière du Carrefour d'à côté, le point de vue va pas être le même. Donc, en fait, on se réunit derrière des choses qui sont complètement abstraites, d'accord, qui ne renvoient à rien et qui se fédèrent à partir de choses qui n'ont aucun sens en réalité. Parce que ce qui nous permet de nous fédérer, encore une fois, c'est le rapport à la classe sociale. Et encore une fois, il faut faire attention là-dessus parce que les postmodernistes et les intersectionnels ne vont pas hésiter à dire que nous produisons un réductionnisme de classe. Donc, je vais revenir rapidement, je vais quand même laisser la parole pour les autres questions, mais déjà, la première chose qu'il faut leur signaler, c'est que
eux font un réductionnisme discursif, c'est-à-dire qu'ils réduisent toute la réalité au discours. Donc c'est bien pire, déjà d'emblée, quand bien même on sera un réductionnisme de classe. Et deuxièmement, nous ne faisons pas de réductionnisme de classe. La classe est une détermination, c'est-à-dire que c'est un point de départ. Et comme j'ai eu l'habitude de le dire à d'autres occasions, c'est pas parce que nos déterminations sociales démarrent avec la classe sociale, d'accord, que ça se termine à ce niveau-là, d'accord. Ça veut dire simplement que la classe sociale est une réalité suffisamment déterminable qu'on peut comprendre comme telle et accepter objectivement, à partir de laquelle on peut partir pour comprendre les processus sociaux. Raison pour laquelle, quand c'est des corps de métier, quand c'est les enseignants, quand c'est les infirmières, etc., eh bien, ils ont qu'ils soient noirs, blancs, femmes, hommes, etc., eh bien, ils ont une lutte à mener ensemble véritablement parce qu'ils correspondent à un corps social, pas forcément à une classe sociale en l'occurrence. Ce qui serait beaucoup plus intéressant, effectivement, c'est que ces mouvements participent d'une seule et même classe sociale. C'est ça qui permet effectivement les révolutions, et pas forcément au sens du grand soir, mais en tout cas qui permet de transformer la société en profondeur. Or, vous savez, c'est euh, c'était la fameuse phrase de Raymond Barre, l'ancien Premier ministre, qui disait il faut changer la société pour ne pas changer de société. Eh bien là, vous avez et qui n'était pas un intersectionnel, hein, qui était un homme de droite, vous avez le résumé complet de ce qu'est l'intersectionnalité. C'est-à-dire, il faut changer la société, c'est-à-dire dans l'ordre de la société civile, il va falloir penser autrement, éduquer autrement, il va falloir appeler une chose autrement que la manière dont on a de le produire. Il va falloir faire l'emploi de l'écriture inclusive. Encore une fois, moi, j'ai rien sur le papier, enfin sur le papier si, parce que c'est moche, mais j'ai rien sur les transformations de la langue, même si les transformations de la langue n'ont jamais été quelque chose qui parvenait du haut, mais qui provenait plutôt du bas. Et donc ça, c'est aussi très important. C'est la différence entre le populaire et le people, comme dit Dominique Pagani. C'est-à-dire que la culture people, elle vous est balancée par les grosses firmes musicales, Universal, par Hollywood, etc. et vous en mangez toute la journée, alors que la musique populaire, elle provient justement de la population elle-même qui fait émerger. C'est deux choses très différentes. Avec l'écriture inclusive, c'est un peu la même chose qui se passe. Bon, je suis pas contre sur le papier, disons, admettons, l'écriture inclusive, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que ça va changer, d'accord, quand on va se faire licencier, qu'on vous dise plus il s'est fait licencier ou elle s'est fait licencier, mais il s'est fait licencier, d'accord. Vous voyez bien que ça ne change rien d'un rapport de la réalité, encore une fois. Donc en fait, on pérennise le mode de production capitaliste quand on fait ça. Moi, c'est ce problème-là que je note, c'est qu'encore une fois, ils se revendiquent comme progressistes, en réalité, ils servent les intérêts du capital, et donc en ce sens-là, ils sont contre-révolutionnaires, alors que nous sommes les seuls à pouvoir porter un réel discours progressiste, qui est celui notamment de l'acquis du salariat au 19e siècle, notamment, mais qui sont aussi les conquêtes sociales de 36, de 46 notamment, et rappelons-le, du mouvement social sans précédent, de 68 aussi, de 68 pas nécessairement estudiantin, mais ouvrier et paysans, et les conquêtes sociales qui auraient pu émerger si le Covid n'était pas venu en travers de la route lors justement des manifestations qui ont été les plus conséquentes depuis mai 68 contre la réforme des retraites à l'origine. Donc voilà, là on a autant d'exemples pour montrer qu'en fait on est impuissant parce qu'on s'en reste à la sphère du discours, d'accord. Il faudra pas dire Madame le député, mais Madame la députée. Mais sauf que si cette députée est toujours une députée LREM, qu'est-ce que ça nous change concrètement au quotidien? Absolument rien. J'ai terminé. La lutte des classes, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans la lutte des classes en fait? Parce que souvent, dans une imagerie assez répandue, on va voir en gros la revendication par exemple seulement pour un meilleur salaire, pour de nouveaux droits. Or, je pense par exemple à des travaux qui avaient été faits par Domenico Losurdo qui montrent que la lutte des classes elle peut être aussi comprise dans les luttes de libération nationale, dans les luttes pour les droits des femmes. Engels aussi, dans sa considération des questions militaires, montre qu'en fait la question militaire est les guerres, pardon, sont toujours une question de guerre de lutte de classe aussi. Donc voilà, est-ce que tu pourrais développer un peu ça? Oui, alors effectivement, déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il il y a tout un imaginaire, notre intervenant fait bien de le rappeler, il y a tout un imaginaire idéologique sur la lutte des classes. Le premier déjà, c'est de croire que les communistes sont pour la lutte des classes, alors que, comme je l'ai rappelé encore une fois, les communistes et les marxistes font juste l'analyse du fait que la lutte des classes est le moteur de l'histoire de par les contradictions qui sont en jeu. Donc, nous sommes évidemment pas pour la lutte des classes, au contraire, nous sommes pour l'abolition et la dissolution des classes sociales à terme le plus possible.
Alors, pardon, j'ai été parasité parce que je lis les messages du chat. Donc, effectivement, la lutte des classes, en réalité, elle se joue à différents niveaux. Hein, et Bastien a raison de citer là-dessus Domenico Zurdo, hein, pour faire un lien aussi avec les différentes interventions qui sont venues. Malgré tout, effectivement, les luttes de libération nationale, on l'a vu par exemple aussi dans des cas comme le Burkina Faso de Thomas Sankara. On voit bien que la lutte des classes prend aussi un aspect, hein, parce que notre camarade disait la question de la patrie. Je rappelle que tant au Burkina Faso qu'à Cuba, par exemple, hein, il y avait l'affirmation la patrie ou la mort, d'accord? Parce que, encore une fois, Marx et Engels, les premiers, comprenaient bien que l'internationalisme bien compris s'inscrivait dans une pratique, elle aussi, nationale. La distinction qu'il faut faire, c'est évidemment patriotisme et nationalisme ou chauvinisme, à bien des égards. Mais toutefois, effectivement, la lutte des classes, elle doit être conduite parce que elle est encore une fois une réalité. Et ça, Lénine montre bien dans ses écrits, hein, et il nous faut impérativement, en tant que communiste, relire Lénine, qu'en réalité, la lutte des classes doit être conduite à différents niveaux, à différentes échelles, et notamment sur le terrain plus politique, et qu'il y a des luttes en faveur justement de formes de domination qui sont aussi des luttes de classe. Et puis, la lutte des classes, on a eu maintes fois l'occasion aujourd'hui d'en attester. En fait, elle se joue aussi sur la question notamment de la valeur et de la pratique de la valeur, c'est-à-dire sur ce qui est reconnu comme étant, par exemple, du travail ou non, et sur ce qui est reconnu comme étant producteur de valeur ou non. Donc, effectivement, la lutte des classes, elle doit être à mener, mais la lutte des classes, ça veut pas simplement dire effectivement lutter contre mon voisin, le méchant patron contre le gentil ouvrier. Vous voyez, toutes ces choses aussi qui sont extrêmement moralisatrices. Hein. Il faut bien rappeler que dans le Capital, notamment, Marx montre bien que justement la dynamique de la lutte des classes n'a rien de moralisatrice. Marx prend à plusieurs reprises l'exemple d'un patron dont on part du principe que ce patron, encore une fois, est plein de bonne volonté. Imaginons que le patron veuille faire tourner son entreprise et que bien, il veut être gentil avec son employé. Le problème, c'est qu'il pourra jamais avoir une valeur ajoutée s'il se refuse à exploiter son employé. C'est-à-dire, il n'a aucun intérêt à employer un employé si ce n'est pas pour justement extirper une partie de la plus-value qui va être produite par cet employé afin justement de réaliser un bénéfice. Donc en fait, il a beau être le plus gentil du monde, et c'est là que vous voyez encore une fois les dégâts de l'intersectionnalité là-dessus. L'objectif n'est pas moral. On peut être un individu qui, à titre individuel, est un individu éthique et moral. Le fait est que si on veut faire fonctionner le mode de production capitaliste et une entreprise capitaliste telle qu'elle fonctionne dans les faits, eh bien, on n'aura pas d'autre choix que d'exploiter. Et donc, l'exploitation reviendra. Alors, encore une fois, qu'on vous appelle correctement, qu'on vous appelle avec l'écriture inclusive ou qu'on dise qu'on vous appelle madame ou qu'on vous insulte, ça changera rien à la réalité de fait qu'est l'exploitation. Et du coup, il faut se sortir aussi de cet imaginaire de la lutte des classes qui, je l'ai dit tout à l'heure sur la question du prolétaire, avec le méchant patron et le gentil ouvrier. Nous comprenons bien aussi, évidemment, que et c'est pour ça qu'à maintes reprises j'ai cité la classe capitaliste, que l'enjeu est ailleurs, en ce sens que il y a des petits patrons à l'heure actuelle, et les petits patrons à l'heure actuelle sont à bien des égards en train de mourir aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les petits patrons et ceux qui sont au chômage, etc., luttent les uns contre les autres, encore une fois, sans voir leurs intérêts qui sont liés et les relations qu'ils devraient tisser pour former notamment un bloc historique et lutter ensemble. Et en réalité, du coup, la classe sociale, j'ai bien dit tout à l'heure que la classe prolétarienne et la classe ouvrière devaient être considérées à l'heure actuelle comme une classe ouvrière élargie. Or, tout est constitué de sorte à ce que, eh bien, l'ouvrier soit en conflit avec le cadre, le manager, que le manager soit en conflit avec l'enseignant du secteur public dont il considère que c'est une feignasse qui dépense de l'argent, etc. Que l'ouvrier soit en conflit avec le petit patron qui parfois travaille plus que son ouvrier quand il a une entreprise avec 10 employés et qu'il essaie, là on voit les restaurateurs notamment, d'accord, et qu'il essaie de maintenir ses emplois, etc. On voit bien que le carcan de tout ça, encore une fois, c'est
la réduction capitaliste de l'emploi à sa forme capitaliste. Et donc, c'est-à-dire soit l'emploi capitaliste tel que nous le connaissons avec toutes les contraintes qu'il comporte, soit finalement, eh bien, la destruction de l'emploi qui est une conquête dans l'histoire, et c'est-à-dire le travail à la tâche. Et là, on voit bien tout le systématique d'ubérisation, d'accord, qui est une forme de précarisation extrême et de lutte là aussi contre-révolutionnaire, contre les acquis et contre les conquis qui étaient notamment le CDI, notamment le salaire, etc. Mais effectivement, les luttes de classe ne se conduisent pas exclusivement pour réclamer un meilleur salaire ou des meilleures conditions, etc. Mais c'est justement pour aller plus loin que ça, d'accord? Ça, Marx en parle à bien des égards, notamment dans Misère de la philosophie, par exemple, dans la critique du programme de Gotha, Marx, et même dans le manifeste du Parti communiste, quand il parle du socialisme bourgeois, qui veulent améliorer les conditions de cette société, d'accord, sans abolir les conditions de cette société-là. Or, encore une fois, entre celui qui veut simplement se contenter d'améliorer, d'accord, avoir un meilleur rapport à l'argent, avoir un meilleur salaire, mais un salaire qui soit le salaire du capital, avoir une meilleure banque, avoir une banque éthique, etc., d'accord. Et celui qui pense que c'est le grand soir, on va tout abolir, eh bien, la position réelle de l'hegeliano-marxisme que j'ai décrite tout à l'heure, c'est celle qui, c'est l'expression de Marx, bien creuser vieille taupe, c'est-à-dire qui, en sous-main, à l'intérieur même du mode de production capitaliste, est en train de construire déjà une alternative au mode de production capitaliste. Et cette alternative, cette sortie, elle a un nom, c'est le communisme, d'accord, comme mouvement réel d'abolition de l'état actuel des choses. Et la lutte des classes, elle se mène comme cette alternative en construction, empiriste, en permanence, qui conduit justement à déconstruire dans l'intérieur le capitalisme. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, elle doit être menée, parce que si elle n'est pas menée, et c'est malheureusement ce que les décennies qui nous précèdent ont laissé passer, si cette lutte des classes-là n'est pas menée, n'est pas conduite parce qu'on se dit qu'en réalité ça n'existe pas, que c'est un truc archaïque et chimérique, eh bien la classe dirigeante, elle, n'hésite pas à la mener et elle déconstruit tous les acquis qui étaient les nôtres. Et donc, on se situe dans un moment de pourrissement de l'histoire, c'est-à-dire au lieu de connaître un progrès dans l'histoire, eh bien on est en train de pourrir, c'est-à-dire on n'avance plus, ça ne progresse plus et on ne peut plus octroyer de liberté à la majorité des individus. Voilà, j'espère que j'ai en partie répondu à la question.